tous et bienvenue sur ma chaîne. Val, chuchote-moi une histoire. On continue avec Silvina Ocampo. L'automobile. Très belle écoute à tous. Les automobiles mugissent. Elles sont en train de devenir humaines, pour ne pas dire bestiales. Je suis venue à l'autodrome où courait Myrta. Dès sa naissance, elle a voulu prendre part à des courses d'automobile. J'ai essayé de la dissuader, mais mon désaccord n'a fait que l'exciter davantage. Elle prétendait faire avec moi le tour du monde en automobile, car elle disait qu'en automobile, on emmène avec soi tout ce qu'on aime, tout ce à quoi l'on tient, y compris son cœur. Elle m'aimait, je crois, mais pas autant que je l'aimais moi-même, tout en considérant comme ridicules presque toutes ses ambitions. Qu'une femme veuille courir dans les grandes courses d'automobile et en première catégorie me semblait un symptôme de folie. J'ai toujours pensé que les femmes ne savaient pas conduire. On pouvait leur demander n'importe quoi d'autre. Par exemple, de faire marcher un aspirateur, un tracteur, une imprimante, un avion, une machine à calculer, un fer à repasser, une tondeuse à gazon, un ordinateur. Chaque fois que je lui ai expliqué ma façon de penser, elle s'est sentie offensée, mais je n'ai pas changé d'opinion. Nous avions eu après notre mariage une superbe automobile. Mon père, qui ne savait quoi faire de son argent, me l'avait offerte pour que nous puissions faire un voyage d'agrément. Je travaillais alors durement dans une maison d'édition qui exigeait de moi de grands sacrifices. Cette automobile fut un véritable don du ciel, car Myrta, qui était mécontente de son sort, commença alors à profiter réellement de la vie. Elle se levait dès l'aube. Pourquoi? Pour aussitôt monter dans l'automobile et s'emparer du volant. Elle n'était plus jamais fatiguée comme avant, quand un rien la mettait au bord de l'évanouissement. Elle avait étonnamment embelli. À mon avis, tant de beauté était inutile. Ses cheveux brillaient avec éclat, son regard se posait çà et là comme celui d'un enfant. Son agilité semblait prête à affronter n'importe quelle épreuve de trapèze ou de danse acrobatique. Elle gagnait des prix de natation et de claquettes. Elle avait 30 ans, mais elle ne les paraissait pas. On lui en aurait donné 20, 15 même parfois. Une chose grave m'inquiétait chez elle, sa facilité à tomber amoureuse. Il suffisait que quelqu'un ait une jolie voix, ne serait-ce qu'au téléphone, ou de belles mains, même avec des gants, que quelqu'un qu'elle connaissait à peine soit très audacieux ou très timide, que quelqu'un ait des yeux violets, même s'il louchait, pour qu'elle soit absolument séduite. On n'avait pas besoin de la violer, elle-même était capable de se faire violence pour faire plaisir. Il fallait mettre un terme à cet état de choses, sinon je risquais de la tuer dans un paroxysme de jalousie. Je décidai que nous partirions en voyage. Mais où prendrais-je l'argent nécessaire? J'ai de l'argent, je ne m'en cache pas, mais parfois ceux qui en ont le plus ne savent pas employer leur fortune de façon raisonnable et deviennent plus pauvres que les pauvres. Je vendis tout ce que j'avais. Je demandai de l'argent à ma mère en lui promettant que je lui rembourserais ma dette avec des marchandises étrangères qu'elle pourrait vendre dans sa boutique. Je
ce que je voulais car mon âme en feu est capable de tout pour obtenir quelque chose qui me sauve d'une vie que je ne supporte pas. Je parvins même à paraître pauvre, rien ne me suffisant. Nous quittâmes Buenos Aires par un ravissant matin d'automne à bord d'un bateau qui nous emportait avec notre automobile, notre amour et notre joie. Nous rompions les amarres. Tout ce qui était ennui ou souffrance restait au port. Parmi les personnes qui agitaient leurs mouchoirs, certaines avec des larmes car nous étions aimés par des amis et des amants. La traversée fut si heureuse qu'elle fondit dans notre souvenir comme une meringue fond dans la bouche. Mais l'arrivée au port de destination marqua le début de nos tracas. Sortir la voiture, d'abord de la cale, puis de la douane, fut une opération difficile. Nous n'avions pas prévu la chose. Que de démarches il nous fallut faire avant de la récupérer. Apparemment, les papiers n'étaient pas en règle. Myrtha en perdait le sommeil et le rire. Elle se sentait coupable, comme si elle avait volé l'auto. Après beaucoup de discussions au cours desquelles nous ne comprenions pas les paroles offensantes qu'on nous adressait, tout s'éclaircit. Les papiers étaient en ordre. Quand Myrtha se vit devant l'automobile sur la terre ferme, elle se jeta à demi nue sur la machine. Il est difficile d'embrasser une automobile, mais elle y parvint. J'espère qu'elle n'a jamais embrassé un homme de cette façon-là. Je l'arrachai violemment du capot. Que signifie une scène de ce genre ? Lui criai-je en la voyant dans une posture aussi provocante. Si après cela on te viole, tu n'auras pas à te plaindre. Un photographe qui passait par là la photographia. C'était sans doute un journaliste. Ce fut là mon premier ressentiment envers Myrtha. Je la secouai rudement et l'obligeai à me suivre. Elle se mit à pleurer. Nous nous réconciliâmes, mais pas pour longtemps. Je regrettais la vie à bord où les heures s'écoulaient paisibles. Myrtha voulait arriver rapidement à Paris pour s'inscrire à une course d'automobile. Je lui dis que ses prétentions étaient insensées, qu'elle conduisait mal, que même une fillette de 10 ans ne songerait pas à une pareille folie. Elle m'avait déjà suffisamment contrariée avec ses premières courses dans la province de Buenos Aires, comme la seule femme reine du volant dont on voyait soudain la photographie dans toutes les revues. J'insistais pour que nous n'allions pas directement à Paris, pour que nous profitions du voyage, ne serait-ce que pendant une vingtaine de jours, pour connaître les villes, l'architecture, la peinture, la sculpture, les églises, les jardins, le paysage de cette région de France où nous étions. Mes arguments avaient du poids. Étant sur place, il aurait été honteux de ne pas connaître les œuvres d'art et les monuments les plus célèbres qu'on pouvait admirer en carte postale ou dans les guides touristiques. Myrtha céda. Elle déclara qu'elle profiterait de la circonstance pour améliorer sa façon de conduire que je critiquais tant. Nous fîmes un merveilleux voyage. Je dormais tout le temps jusqu'au jour où, lassé de tant de choses intéressantes, je restais enfermée à l'hôtel et qu'elle partit seule. Je souffris comme un animal blessé, pensant qu'elle ne reviendrait jamais car, passionnée comme elle l'était, elle pouvait commettre n'importe quelle folie. Elle revint très tard, sans demander pardon. Elle me dit qu'elle avait rencontré un Français merveilleux, sans doute un journaliste, qui en 5 jours allait lui apprendre à parler le français correctement. Aussi pensait-elle que nous devions rester dans cet hôtel si luxueux et au nom si simple, le Lièvre heureux. Elle me montra
cahier annoté par le Français qui cherchait à la convaincre que la langue française était plus facile que l'espagnol. Si plein de sifflements, il l'avait sans doute prise pour une espagnole. Dans le cahier figuraient des mots plus faciles en français qu'en espagnol. Cher pour querido, bleu pour azul, rue pour Calais, chien pour perro, balle pour balota, auto pour automobile, seul pour solo, ciel pour cielo. Les mots français étaient indéniablement plus simples. Il se gardait bien de lui dire que soleil correspondait à sol, et arbre à arbole, et bleu ciel à céleste. Myrtha, pendant 5 jours, prit des leçons avec le français qui était un goujat. Quand on nous apportait du café, il buvait le contenu de la cafetière et il utilisa mon peigne pour peigner ses cheveux gras. Il avait une mèche sur l'œil droit et il secouait la tête non pour écarter cette mèche, mais pour la remettre en place, comme font les femmes. Je lui demandai un jour quels étaient les gros mots qu'on employait actuellement en français, car les gros mots changent comme la mode. Espèce de con, dit-il. Quoi encore? Merde, tonnerre de Dieu. Pourquoi le mot qui désigne le sexe est-il un gros mot? Je ne sais pas, cherchez ailleurs, je ne suis pas un dictionnaire. À vrai dire, je m'intéressais peu à ces détails de la langue, mais je ne savais pas de quoi parler quand nous nous trouvions l'un en face de l'autre, pendant que Myrtha s'enfermait dans la salle de bain pour se laver les cheveux. Abstraction faite du français, nous passâmes quelques jours agréables. Je n'ai jamais vu nulle part des arbres aussi beaux ni des plages aussi accueillantes. Je regrettais le ciel de Buenos Aires, le chant de nos oiseaux insolents dans la lumière alanguie du crépuscule, où tout s'évanouit, jusqu'à l'air, jusqu'à la brise, jusqu'au chant de certains oiseaux amoureux, jusqu'au cœur qui les écoute. Myrtha insistait sur la nécessité d'apprendre le français correctement. Au restaurant, elle s'efforçait de parler en français au garçon qui ressemblait à un acteur de cinéma. Un perroquet à l'entrée de l'hôtel était un prétexte pour contribuer à resserrer des liens entre le jeune professeur de français et le garçon qui se promenait toujours en ayant dans la bouche un cure-dent qu'il déplaçait d'une dent à une autre. Étions-nous à Paris ou n'était-ce qu'un rêve? Le cœur de Myrtha battait avec cette rumeur sauvage qu'on entend dans les courses d'automobile la nuit. Je ne pouvais pas dormir. Il fallait que je la regarde pour m'assurer qu'elle n'était pas une auto ou un violon, ni un changement de vitesse, que c'était un être humain qui dormait près de moi, qui m'embrassait. Je l'abandonnais à ses rêves une nuit où les battements de son cœur secouaient le lit avec trop d'ardeur. Ce soir-là, elle m'avait confié qu'elle s'était inscrite à une course, pas très importante, mais enfin c'était une course. Je décidai de la voir à la télévision et de ne pas aller à l'autodrome. Myrtha, ce jour-là, s'habilla très élégamment. Elle, qui d'habitude se souciait peu d'adapter ses vêtements aux circonstances, fit ce jour-là un effort. Pour que je puisse mieux la voir, elle choisit un ton rouge pour son sweater et un foulard bleu marine pour se mettre autour du cou. Je suivis la course sur le téléviseur de l'hôtel. Je fus très triste qu'elle ne remportât pas la victoire, mais je me consolais. Cette déception refroidirait peut-être sa passion pour les courses et nous pourrions mener une vie normale sans alarme. Rien n'est plus horrible qu'une passion non partagée. Quand on aime vraiment
sens ou de leur qualité. Un nu dans une toile d'Ingres m'aurait satisfait davantage que ces autos sur lesquelles Myrtha s'extasiait. Elle revint du cinéma un soir, après 11 heures. Elle ne me dit pas quel film elle était allée voir, ni avec qui, mais je me doutais que le français était revenu. Je ne lui reprochais pas sa conduite. Elle ne m'avait jamais ignorée à ce point. Je crois qu'elle souffrit que je n'ai pas applaudi à ses prouesses, mais cela tenait au simple fait qu'elle s'était inscrite à une course sans mon consentement et sans mon affectueuse attention. La nuit, je sentis son cœur d'automobile battre à côté de moi et ses yeux, sous ses paupières fermées, remuer comme s'il suivait quelque chose qui bougeait, qui fuyait. Je me levai et m'allongeai par terre pour pouvoir dormir. On dit que c'est bon pour la colonne vertébrale, mais je ne pensais pas à ma colonne vertébrale. Elle ne remarqua ni mon inquiétude, ni mon absence dans le lit. À moitié endormie, elle paraissait plus endormie que lorsqu'elle l'était totalement. Ce ne fut qu'à l'aube que je pus réintégrer ma place dans le lit. Il est difficile de vivre quand on aime trop. Je ne pouvais m'éloigner de Myrtha sans mourir, ni m'approcher d'elle sans également mourir. Je choisis de m'éloigner. Un jour, je sortis tôt pour voir les musées, les palais et jardins, les bords de la Seine, les cathédrales, les plus petites églises. Quand je rentrais le soir, comme après un long voyage, Myrtha n'était pas à l'hôtel. Je ressortis, je la cherchais enfin de tous côtés. En rentrant au petit matin, il me sembla entendre sa respiration. C'était une auto qui stationnait, le moteur en marche, devant la porte de l'hôtel. Je m'approchai. Il n'y avait personne à l'intérieur. Je touchai la voiture et je sentis vibrer ses vitres. Je me demandais dans un accès de folie si ce n'était pas Myrtha. J'entrai dans l'hôtel. À la réception, il n'y avait aucun message pour moi. Le portier ne savait pas qui avait laissé cette voiture. Soudain, il se produisit quelque chose d'inexplicable. La voiture, doucement, commença à s'éloigner. J'essayai de la rattraper, mais en vain. Depuis lors, je cherche cette voiture dans toute la ville. Je l'ai revue plus d'une fois. Je me suis placée sur son chemin sans parvenir jamais ni à découvrir qui la conduisait, ni à mourir écrasée sous ses roues. Je vis à Paris, car c'est là seulement que je puis rêver d'atteindre ce que j'espère, de voir mon souhait s'accomplir. Il y a des gens qui m'applaudissent. Quelle merveille de vivre ici. D'autres personnes se demandent pourquoi diable a-t-il été vivre à Paris. Hier soir, après être sorti en quête de cette voiture que je n'ai pas trouvée, j'ai écrit une lettre à Myrtha que je laisserai pour elle à la réception de l'hôtel. Je vais vivre ici tant que j'aurai de l'argent à dépenser. Quand je n'en aurai plus, je chercherai du travail. Myrtha chérie, comment vivre si tu n'es pas à mes côtés? L'excès d'amour détruit l'objet d'aimer. Toi, tu as été détruite par l'automobile. Et tu m'as détruit, je le dis sans ironie. Je te cherche dans cette ville, puisque tu t'es transformée en cette horrible machine que tu portais dans ton cœur battant quand nous dormions ensemble. Maintenant, je te cherche sans cesse, mais ta rapidité ne me permet pas de me jeter sous tes roues. D'ailleurs, je ne sais jamais par où tu vas passer. Peut-être pourrais-je me coucher en travers des rues par où je pense que tu passeras. Mais tant de rues te plaisent que je ne peux savoir laquelle tu vas choisir. Je ne comprends pas comment j'ai pu arriver à un tel renoncement. Peu m'importe maintenant des sentiments à mon égard. Je suis un vrai fantôme. Le monde
qui m'entoure est un souvenir, rien qu'un souvenir. L'actualité ne m'intéresse pas. Renforcée par la nostalgie, ma mémoire me redit à voix basse des vers que j'aimais, des vers qui coulent comme des fleuves, cernant des images d'arbres généalogiques ou réels, des arbres du monde entier que je n'oublie pas. C'est ce qu'on appelle ici-bas l'absence, du feu dans l'âme et la vie devenue l'enfer. Le reste n'existe pas, l'argent gagné, le prix des choses, la vie en ville, les livres, les contes, les escroqueries, les guerres, les révolutions, le prestige, le déshonneur, le sexe, l'envie, la terreur, rien n'a d'importance, je t'assure. Maintenant que la souffrance a décomposé mes os et vicié mon sang, que la vie réanime un instant chez moi quand j'aperçois l'auto qui t'emporte. Merci